Salut, vous écoutez Guerrière par Maude Michaud, le podcast dans lequel on se jase de toutes ces choses que tu vis en tant que femme qui n'ont pas d'allure et que tu devrais juste jamais vivre. Et aujourd'hui, on va se parler de charge mentale. Je vais être honnête avec vous, je me suis demandé si ça valait la peine d'aborder ce sujet-là parce que c'est un sujet dont tellement de gens parlent depuis plusieurs années. Mais dernièrement, j'ai publié un petit quelque chose sur les réseaux sociaux et les commentaires que j'ai reçus m'ont confirmé que non seulement c'était toujours un sujet d'actualité, mais c'est aussi un concept qui est super mal compris par beaucoup de gens. Des hommes, des partenaires, mais aussi par des femmes. Donc, pour commencer ça du bon pied, on va d'abord définir c'est quoi la charge mentale. Et là, je vous le dis, là, je ne vais pas sortir mon dictionnaire, ça va être bien simple. Beaucoup de gens croient à tort que la charge mentale, c'est la liste des choses qu'on a à faire. Mais dans les faits, c'est pas exactement ça. La charge mentale, c'est la liste des choses auxquelles il faut penser et qu'il faut planifier pour que les tâches se fassent et qu'elles se fassent bien. Exemple, préparer le souper, en soi, fait pas partie de la charge mentale. Mais ce qui fait partie de la charge mentale de la préparation du souper, c'est faire la liste d'épicerie, chercher des nouvelles recettes sur Internet parce qu'on est tanné de manger toujours la même chose ou les enfants s'en plaignent, regarder les spéciaux, regarder ce qu'on a à la maison aussi pour pas acheter des choses en double, pour pas manquer de rien, planifier le moment où on va aller faire l'épicerie, revenir avec l'épicerie, ranger l'épicerie, s'assurer qu'on va avoir tout ce qu'on a besoin pour la semaine, que les quantités sont suffisantes pour tout le monde à chaque repas, pour les lunchs, planifier les lunchs, si on n'a pas assez de stock de souper pour faire le lunch, réfléchir aux autres options qu'on va devoir utiliser finalement pour que tout le monde puisse avoir son lunch. Ça, c'est la charge mentale de la préparation des repas. Autre exemple, faut que tu prennes rendez-vous pour ton enfant pour qu'il voit le médecin pour un suivi moyennement urgent, mettons. C'est pas aller voir le médecin qui fait partie de la charge mentale, c'est pas la visite chez le médecin en soi qui fait partie de la charge mentale. Ce qui fait partie de la charge mentale, c'est devoir prendre le rendez-vous, donc vérifier à quel moment on peut prendre rendez-vous. On sait que c'est rendu super compliqué. Faut-tu appeler une certaine heure, une certaine journée? Faut-tu aller 3 semaines en ligne sur le site de Bonjour Santé pour réussir à avoir le rendez-vous? Donc, mettre ça à l'horaire pour s'assurer d'avoir une plage horaire de rendez-vous au final. Après ça, vérifier en fonction des disponibilités. Est-ce que c'est correct pour mon enfant? Est-ce que mon enfant a un examen? Est-ce que moi, je peux m'absenter du travail cette journée-là? Prendre congé du travail aussi. Revoir à quel moment on va faire les tâches qui étaient prévues au travail si nécessaire. Ensuite, se rendre au dit rendez-vous, revenir du dit rendez-vous. Et là, s'il y a eu un médicament à acheter, s'assurer d'aller acheter le médicament, mais aussi de l'inscrire à l'horaire, dans le sens où est-ce qu'il va devoir être pris. Il ne faut pas l'oublier avec nos enfants, on le sait, c'est à nous d'y penser, ça va être dans notre charge mentale. Si c'était des exercices, exemple de physio, les mettre à l'horaire aussi, s'assurer que les enfants fassent l'exercice en question. Et s'il y a un suivi à faire après, s'assurer de prendre rendez-vous pour le suivi en question et on recommence encore. Ça, c'est la charge mentale de la prise d'un rendez-vous. Troisième exemple, les activités des enfants. La charge mentale, c'est pas d'aller porter ton enfant à son activité. Non, la charge mentale, c'est discuter avec ton enfant, premièrement, de l'activité qu'il veut faire. Une fois que c'est bien déterminé, d'aller sur Internet, d'aller regarder un petit peu partout où l'activité est donnée, à quel prix, à quel moment, pour que ça corresponde à notre budget, pour que ça corresponde aussi dans le temps, là, à l'horaire qu'on a, pour que ça puisse fitter dedans. Procéder à l'inscription, qui est un peu comme les rendez-vous chez le médecin a lieu souvent à un moment précis, puis il ne faut pas le rater, parce que sinon, il n'y a plus de place. Et une fois que l'inscription est faite, s'assurer de se procurer le matériel qui va être nécessaire pour l'activité en question. Ensuite, à chaque fois que l'activité a lieu, rassembler le dit matériel pour être sûr que l'enfant ait tout ce qu'il a besoin, l'amener à son activité, le ramener de son activité, la garder toujours en tête pour toutes les choses qu'on planifie pendant toute la saison de l'activité pour être sûr que ça ne rentre pas en conflit avec d'autres choses. Et je suis sûre que j'en oublie. Dans cet exemple-là, comme dans l'exemple des repas, comme dans l'exemple du rendez-vous chez le médecin, je ne serais pas surprise qu'il y ait des gens qui m'écrivent qui me disent « Hey, t'as oublié telle chose. » Parce que la charge mentale derrière chaque tâche est immense. Et la raison pour laquelle beaucoup d'hommes / partenaires qui sont moins impliqués comprennent pas cet aspect-là, c'est qu'eux, justement, ils ne la portent pas. On leur délègue une tâche, on leur demande seulement une petite responsabilité X donnée,
mais c'est nous qui gérons la charge mentale qui est souvent derrière. Fait qu'eux, ils comprennent pas pourquoi on capote avec ça, pourquoi on trouve ça si lourd. Ben c'est simple, écoute, là, tu l'inscris à une activité, je vais le porter, je le ramène, c'est pas plus compliqué que ça. Oui, c'est plus compliqué que ça. Là, c'est simple, tu m'as demandé de faire le souper, je fais le souper, c'est réglé. Non, c'est plus compliqué que ça. Et même chose pour les rendez-vous chez le médecin. Et à chaque fois qu'on se parle de charge mentale, qu'on l'adresse à quelqu'un, à son partenaire, ou qu'on en parle à une amie, à un membre de la famille, peu importe avec qui on en jase, on se confronte toujours à certains arguments. Hein. C'est à peu près toujours les mêmes. Ça fait que je me suis dit qu'on allait se donner des ressources, des pistes de réflexion, des réponses à faire aux gens qui nous sortent systématiquement ces arguments-là pour qu'on puisse véritablement revoir à une meilleure répartition de la charge mentale. Le premier argument et le plus populaire qu'on donne très souvent à quelqu'un qui se plaint d'avoir une grosse charge mentale, c'est ben là, lâche prise. OK, à moins là, qu'on ait affaire à quelqu'un de très perfectionniste, là, qui tient à ce qu'il y ait un nombre de calories données dans chaque repas de ses enfants, qui plie les serviettes d'une certaine manière, tu sais, je veux dire, qui est très carré dans sa façon de faire, c'est très difficile de lâcher prise plus qu'on le fait déjà en tant que femme et surtout en tant que mère. Je vous certifie que la plupart des mères, dans les premières années de vie de leurs enfants, ont lâché prise sur beaucoup de choses. En fait, elles ont lâché prise sur tout ce qu'elles pouvaient, ne serait-ce que pour assurer leur santé mentale. Ça fait que ce qui reste, la plupart du temps, à réfléchir, à planifier, donc dans la charge mentale des femmes, c'est des choses qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la famille, au bien-être et à la sécurité des enfants aussi. Exemple, ben là, lâche prise, arrête de capoter avec les repas comme ça, là, c'est pas la fin du monde. OK, je vais lâcher prise sur les repas. Parfait. Mais quand je vais arriver chez nous à soir, le souper sera pas fait, le poulet sera pas dégelé. Qu'est-ce qu'on va manger? On va se commander du Saint-Hubert. Parfait, on peut se commander du Saint-Hubert pour ce soir. On s'en commande-tu pour toute la semaine? On s'en commande-tu pour toute l'année? C'est quoi ton budget exactement, restaurant? Parce que moi, si je lâche prise sur la planification du menu, sur l'épicerie, ben il va falloir qu'on se replie vers des options qui vont coûter plus cher. Puis si je lâche prise sur la planification des repas, je lâche aussi prise sur les rabais. Donc, l'épicerie, chaque semaine, quand je vais aller la faire à la va-vite ou un petit peu à tous les soirs parce que je m'en fais plus avec ça, ben ça va te coûter un bras. Et au bout de la ligne, plus plate encore, si je lâche prise sur les repas, mais c'est toujours moi qui ai fait, ben quand je vais arriver le soir puis que je vais me rendre compte que j'ai oublié d'acheter de la sauce à spaghetti parce que je m'en fais plus avec ça, ben ça va être mon problème. Ça va être mon problème. C'est moi qui vais devoir me rendre à l'épicerie pour en acheter à la fin de ma journée de travail ou, plus ironique encore, je vais demander à mon chum de le faire, mon chum qui m'avait demandé de lâcher prise, puis il va me répondre que j'aurais pu y penser avant. Tu sais? OK, maintenant, mettons que je lâche prise sur les rendez-vous annuels à prendre pour les enfants. Moi, je m'en fais plus avec ça. Les rendez-vous à prendre, c'est pas grave. Le dentiste, le pédiatre, l'optométriste, m'en faut pas capoter. Au pire, ils m'appelleront. Au pire, à un moment donné, mon enfant me dira qu'il a mal aux dents, puis j'irai chez le dentiste. Quel genre de résultat on a? On a un résultat de rendez-vous chez l'optométriste qui va avoir lieu à la fin du mois de novembre parce qu'on n'a pas planifié à l'avance de le prendre. Puis là, on va avoir un kid qui voit rien au tableau pendant les 3 premiers mois de l'année scolaire. Fait vécu. J'avais lâché prise là-dessus, je me suis rendu compte que c'était pas une très bonne idée finalement. Pareil avec le dentiste. On saute un rendez-vous, ça se peut qu'il y ait des caries, ça se peut que ça coûte cher, ça se peut que ça l'entraîne d'autres problèmes aussi. Et c'est comme ça pour n'importe quel rendez-vous en soi. On peut pas lâcher prise sur les rendez-vous. Et je pourrais continuer comme ça sur littéralement tous les sujets sur lesquels on nous suggère de lâcher prise. Donc, si vous recevez cet argument-là, mon meilleur conseil est de dire « OK, parfait, peux-tu me dire plus spécifiquement sur quoi tu penses que je devrais lâcher prise? Est-ce qu'il faut que j'arrête de faire ma liste d'épicerie? Est-ce qu'il faut que j'arrête de regarder les spéciaux, mais ça va nous coûter plus cher? Est-ce qu'on laisse notre enfant rien voir au tableau? Comment ça marche? Sur quel élément précis tu souhaites que je lâche prise? J'aimerais beaucoup savoir. Et si vous obtenez des réponses à cette question, j'aimerais vraiment connaître ces réponses. Je suis certaine qu'elles seront toutes savoureuses. Mais dans bien des cas, vous allez peut-être plus avoir un genre de bégaiement de « je sais pas, là, lâche prise ». Un autre argument qui revient très souvent, c'est « fais-moi une liste où je vais t'aider, dis-moi ce que je peux faire pour t'aider » ou « délègue-moi une tâche si tu veux, il n'y a pas de problème ».
Vous aurez compris que le problème avec ça, c'est que faire une liste, pour moi, c'est vraiment le comble de l'ironie. Parce que faire une liste, c'est transcrire sur papier ce qu'il y a dans ta charge mentale. Et après, ce qui reste à la personne, c'est juste à exécuter les tâches. Mais tu as quand même tout planifié, tu as quand même tout pensé. La personne fait juste exécuter la tâche en question. Donc, pour moi, cet argument-là, c'est comme le meilleur argument pour confirmer que tu sais pas c'est quoi la charge mentale puis t'as pas compris ce que ça représente. Et c'est très dangereux, cet argument-là aussi, parce que dans la mesure où, exemple, tu confies la préparation du souper à ton chum. Lui prépare le souper, c'est ça sa tâche, il prépare le souper. Mais si c'est sa seule tâche, si tu n'as pas confié l'ensemble de la planification des repas, ben il faut quand même préalablement que tu aies fait tout ce que j'ai déjà nommé précédemment, c'est-à-dire penser au menu, faire la liste d'épicerie, vérifier qu'est-ce que tu avais dans le frigo, t'assurer des quantités pour les lunchs. Faut que tu fasses tout ça quand même. Et advenant le cas où il arrive pour préparer le souper et il manque, par exemple, un ingrédient que tu as oublié d'acheter, ben ça reste de ta faute quand même. Donc, tu as conservé littéralement toute ta charge mentale, même si lui, je veux bien croire qu'il flippe une boulette dans une poêle. Je dis pas que c'est pas bien qu'il flippe la boulette dans une poêle. Compte tenu de là d'où on part déjà, c'est un bon début. Mais si son objectif, votre objectif, c'est de répartir plus équitablement la charge mentale, ça va pas être suffisant. Et c'est la même chose pour d'autres sphères aussi. Par exemple, les devoirs. Si ton chum, c'est lui qui fait les devoirs avec les enfants le soir, il dit « Hey, je vais t'aider, tu sais-tu quoi? Je vois que tu es toujours dans le jus le soir, je vais faire les devoirs avec les enfants. » Fait que là, il les aide avec leurs devoirs le soir. Il répond à leurs questions. Sauf qu'il reste plein d'autres choses autour de la gestion des devoirs et de l'école qui restent dans ta cour, qui restent dans ta charge mentale. Donc, s'il y a des échéanciers, s'il y a des projets particuliers à faire, s'il y a des sorties qui s'en viennent, si ça prend un lunch spécial un midi, si whatever quoi, qui a en rapport avec l'école et en partie au devoir, c'est toujours dans ta charge mentale. Lui, tout ce qu'il fait, c'est s'asseoir avec eux pendant 15 minutes le soir pour les aider dans leurs devoirs. Et après ça, sa tête est complètement libre, il passe sur d'autres choses et il ne pense plus à ça. Toi, tu y penses toujours. Autre exemple, les sorties scolaires. Mettons que ton chum se dévoue et dit « Ah, je vais aller accompagnateur de cette sortie scolaire-là. Notre enfant va être content. Puis, toi, tu seras pas pogné pour aller là parce que, bon, parfois, on s'entend que c'est lourd d'aller dans les sorties scolaires. C'est fantastique de sa part. Peut-être même qu'il a dû prendre congé pour y aller. C'est super. Mais pour qu'ils prennent vraiment la charge mentale de la sortie scolaire, il faudrait aussi qu'ils aillent signer les autorisations de sortie, vérifier à quelle heure il fallait être à l'école, à quelle heure le retour était prévu, quel type de lunch l'enfant avait besoin pour le dîner, s'il y avait d'autres matériels à apporter aussi. S'il n'a pas pris tout ça, il n'a pas pris la charge mentale. Il a pris la tâche d'accompagner l'enfant dans sa sortie scolaire, c'est tout. Donc, quand une femme nomme qu'elle trouve ça lourd, qu'elle a beaucoup de responsabilités sur les épaules, qu'elle a une grosse charge mentale et que son chum lui répond « Je t'aide déjà », eh bien, il confirme qu'il ne prend pas une partie de la charge mentale. On veut pas que tu donnes un coup de main d'autre. On veut que tu t'impliques concrètement. Et ça, je vais y venir plus tard parce qu'on a quand même des pistes de solutions. Je veux que tu prennes un ministère de notre vie au complet et que tu le gères à partir de maintenant. Parce que moi, si je dois te dire quoi faire, ça veut dire que j'ai dû réfléchir à tout ce que ça l'implique avant. Donc, je ne me suis pas débarrassée de ma charge mentale. On a ensuite le fameux argument de tu te mets trop de pression toute seule. Ça, c'est quelque chose qui me fait toujours un peu soupirer, dans le sens où on vit dans une société où les femmes sont éduquées très jeunes à être gentilles, à être douces, à être prévenantes, à veiller au bien-être de leur famille, au bien-être des autres en général. On leur rappelle et on leur martèle de toutes sortes de façons insidieuses que leurs enfants doivent passer en premier, que leur maison doit être propre. Oui, encore aujourd'hui, c'est insidieux, mais c'est toujours présent, qu'elles doivent offrir le meilleur d'elles-mêmes à chaque jour pour que leur famille soit heureuse. Donc, est-ce que c'est vrai de dire à une femme « tu te mets trop de pression » ? Évidemment qu'on a une certaine marge de manœuvre, de contrôle sur la pression qui repose sur nos épaules, qui ne vient pas de nous, mais de la société. Oui, on peut y faire un finger à cette pression-là puis dire « moi, j'embarque pas là-dedans ». Mais c'est loin d'être aussi simple pour tout le monde. En fonction de sa personnalité, de ses valeurs, de son éducation, on ne se débarrasse pas de cette pression-là si facilement.
Donc, si le véritable problème de la charge mentale est, ou en partie est, le fait que les femmes ont trop de pression sur les épaules, c'est pas tant elles qui ont un travail d'introspection à faire, quoi qu'elles peuvent en faire un quand même, ça va les aider, ça va leur donner un pouvoir, mais aussi notre société qui doit réfléchir au message avec un S qu'elle envoie aux femmes et qui crée cette pression insidieuse-là. J'aime pas qu'on renvoie la culpabilité sur les femmes de cette pression-là, c'est un argument qui me tanne énormément. Et ensuite, on a le fameux argument « tu veux tout contrôler » ou ce qu'on entend souvent aussi, là, « ah, ma blonde, c'est une germaine, c'est elle qui décide tout ». Tu sais pourquoi qu'elle décide tout, ta blonde, man? C'est parce que quand elle te dit « hey, j'aimerais ça que tu t'impliques dans la maison », tu dis « qu'est-ce que je peux faire? » Donc, qu'est-ce qui lui reste d'autre à faire, elle, que de te donner une directive, que de te donner un ordre? C'est quoi ses autres options? Et ça, c'est quelque chose que vous pourriez aussi demander à votre partenaire si vous dites ça. Mais là, tu veux toujours tout contrôler. Parfait. Mais d'abord, arrête de me demander quoi faire et juste fais des choses. Ah, mais qu'est-ce que je vais faire comme je sais pas? Ben, je vais être obligée de te le dire. Puis si je te le dis, tu vas avoir l'impression que je te contrôle. On est dans une boucle qui est sans fin, là. Donc, moi, je vous le dis. Je sais pas là, si c'est un grand secret que je révèle aujourd'hui, mais la majorité des femmes, j'oserais avancer un bon 95% et peut-être plus, n'ont pas de plaisir à contrôler les choses, n'ont pas de plaisir à dire à leur partenaire quoi faire. Elles rêvent de ne pas avoir besoin de le faire. Alors de dire que c'est des germaines qui veulent tout contrôler comme ça avait du gros fun à faire ça, c'est un peu être dans le champ. Et finalement, on entend cette phrase que je déteste. Ben, je les déteste toutes, de toute façon. Dans le temps, les mères faisaient tout ça et elles chialaient pas. Vous savez, hein, dans le temps, les gens conduisaient avec une bière entre les jambes, puis ils étaient sous-morts, puis on chialait pas. Il y a du monde qui mourait, mais on chialait pas. Si vous pensez que les femmes, au fil des centaines d'années qui viennent de passer, n'ont pas sacré dans leurs joues en gérant tout pendant que Guy était couché dans le divan avec sa labatte 50 tiède, je sais pas sur quelle planète vous vivez ou dans quel monde utopique vous vivez, mais je vous confirme que vous vous trompez. C'est pas d'hier que les femmes trouvent lourd de devoir tout gérer. La différence, je crois personnellement, c'est qu'aujourd'hui, on le nomme et il était grand temps. La deuxième différence, c'est qu'aujourd'hui, on est sur le marché du travail. Il y avait une certaine logique à ce que, à l'époque, les hommes travaillent à l'extérieur toute la journée et les femmes s'occupent de ce qui se passait dans la maison. Tout le monde faisait son bout de chemin. Mais aujourd'hui, dans une société où les hommes et les femmes travaillent dans la plupart des familles, il n'y a aucune raison qui justifie que ce soit les femmes qui sont en charge de pratiquement tout ce qui touche le travail domestique, tout ce qui touche le soin des enfants. Pourquoi tout ça resterait dans notre cours alors qu'on travaille 35 heures semaine comme notre conjoint? Ça ne fait pas le moindre sens. Donc oui, il y a été une époque où les femmes faisaient tout à la maison et elles fermaient le gueule, mais ça veut pas dire que ça ne les dérangeait pas, ça veut pas dire qu'elles trouvaient ça juste ni équitable. Et en 2024, au moment où on se parle, dans une famille où les deux partenaires travaillent à l'extérieur, un nombre d'heures similaire, ben il n'y a aucune bonne raison qu'ils ne partagent pas entièrement toutes les tâches qu'il y a à faire à la maison, mais plus loin que ça, toute la charge mentale qui vient avec ce qu'il y a à faire à la maison, avec ce qui est en lien avec les enfants. Ça fait que vous voyez que pratiquement tous les arguments peuvent être relativement facilement démontés. Évidemment, c'est pas tous vos interlocuteurs qui vont avoir la même ouverture à vous écouter, mais je pense que si on prend le temps de s'asseoir, si on s'aime aussi, hein, parce que quand on veut parler de charge mentale avec notre partenaire, on est toujours un peu sur nos gardes. On s'attend à avoir quelqu'un devant nous qui est sur la défensive, qui fait « oui, mais, nanana ». Je pense que ça vaut la peine de l'amener de manière à « écoute, moi je t'aime, tu m'aimes, j'ai envie que tu te sentes le mieux possible. J'espère que tu as envie que je me sente le mieux possible aussi et dans cette mesure-là, voici ce que j'ai à te dire. » Puis il faut faire attention, le but c'est pas d'aller accuser l'autre. On le disait, pendant des centaines d'années, ce sont les femmes qui se sont occupées entièrement seules de tout ce qui touche la maison et les enfants. Les gars, encore aujourd'hui, même si on est en 2024, savent pas toujours
quoi faire, savent pas toujours de quelle manière s'impliquer, ont même pas souvent l'impression que c'est forcément leur rôle. Ça vient de nos valeurs, ça vient de notre éducation, ça vient de notre société. Mais je pense que si on s'assied avec son partenaire et on lui dit « Hey, sais-tu quoi? Ça, je trouve ça trop lourd. Je me sens pas bien là-dedans. J'ai besoin qu'on revoie la façon dont on fait les choses et qu'on les partage plus équitablement. » J'ose espérer que vous trouverez devant vous un partenaire qui va être réceptif à ça parce que votre bien-être est important pour lui. Et ensuite, comme j'en parlais plus tôt, l'idée, ça va vraiment être de venir déléguer des ministères, créer des ministères. Qu'est-ce que j'entends par ministère? Bien, le ministère de l'alimentation. Fait que si tu prends le ministère de l'alimentation, tu fais pas juste préparer le souper le mercredi soir. Tu t'occupes de tout ce qui est en rapport avec le souper. Fait que c'est toi qui vas faire le souper, mais c'est toi qui vas planifier les repas, c'est toi qui vas faire l'épicerie, ou au pire, tu me donneras ta liste. Avouez, c'est le rêve, les filles. Ton chum te donne sa liste d'épicerie, tu vas faire l'épicerie pour lui. Puis tu envoies une petite photo, puis tu dis « C'est ce produit-là que tu veux ou lui? » Ça serait malade. Ça serait vraiment malade. Mais si on délègue le ministère des repas, ben c'est tout ça qu'on délègue à la fois. Si on délègue le ministère de l'école, de l'éducation des enfants, ben on délègue pas juste le 15 minutes sur le bord du comptoir pour faire les devoirs ou la rencontre de profs. On délègue toute la gestion au quotidien de ce qu'implique la vie d'un élève, donc les projets à venir, les exposés oraux à remettre, les sorties scolaires qui vont s'en venir, ou whatever, vous voyez, là, j'en ai parlé un peu plus tôt aussi. Et ça serait comme ça pour le ménage aussi. Si je délègue le ménage, c'est pas juste passer à mop une fois par mois. C'est non. Il va falloir que tu passes la balayeuse, il va falloir t'assurer que tu as des sacs pour la balayeuse, dépendant de votre balayeuse. Moi, j'ai une vieille balayeuse. Que vous ayez les produits qu'il faut pour faire le ménage aussi, déterminer ensemble quel genre de fréquence on veut pour le ménage. Puis, il n'est pas juste question de « moi, j'aime ça que ce soit propre ». Il y a vraiment aussi la santé des enfants, dans le sens où ici, par exemple, nous, on a 3 chiens. Bien, si je passe la balayeuse juste une fois par 2 semaines, je suis désolée, mais je vais avoir des enfants avec des problèmes respiratoires, et moi, la première aussi, étant allergique aux acariens et plein d'affaires. Donc, si on délègue le ministère du ménage, ben, il va falloir s'asseoir ensemble puis déterminer ce qui est important. Pas ce qui est important pour nous en tant que personne parce qu'on préfère, quoique c'est aussi très judicieux d'en discuter, mais vraiment d'une base commune sur laquelle on s'entend pour se dire oui. Ça, c'est le gros bon sens. La balayeuse, il faut la passer au moins une fois par semaine, je suis d'accord. Vous comprenez donc que déléguer un ministère pour de bon, c'est gros. Et, là, je vais employer le mot que je déteste dire, ça nécessite aussi que vous lâchiez prise. Une fois que vous aurez entendu sur les choses qui sont à faire dans ce ministère-là, et vous allez devoir faire un transfert de connaissances, by the way, à votre chum. Parce que, et ça, il trouvera probablement pas ça drôle s'il y a minimalement d'ego, mais dans les faits, c'est vous qui êtes responsable d'un ministère depuis, je sais pas, moi, 10 ans. C'est sûr que lui ne peut pas arriver à reprendre ce ministère-là sans formation. C'est un peu comme prendre un nouvel emploi. Quand on rentre dans un nouvel emploi, il faut être formé. On peut pas juste arriver et dire « Non, c'est beau, je sais quoi faire. » Mais non, tu sais pas quoi faire. Tu n'as jamais travaillé là, tu sais même pas comment ça fonctionne. Laisse une personne t'expliquer comment ça fonctionne. Après, est-ce que tu vas quand même pouvoir faire plusieurs tâches à ta manière à toi? Bien sûr, mais il y a un transfert de connaissances qui doit se faire. Il faut établir les bases ensemble de ce qui est important puis des choses à côté desquelles on ne voudrait surtout pas passer. Donc, c'est une discussion qui peut être difficile parce que des fois, il y a certaines choses à côté desquelles on considère qu'on peut pas passer et l'autre va dire « ben moi, je trouve pas que c'est important, il va falloir en jaser ». Alors, le meilleur conseil que je peux vous donner dans la délégation de ministère, c'est de commencer par un ministère, soit qui vous tient moins à cœur, ou pour lequel vous avez moins de critères spécifiques à respecter. Commencez par un ministère que vous n'avez pas trop de mal à déléguer. Que vous dites « Ah, ça, je peux laisser mon chum s'occuper de ça, j'en ferai pas de cas, je vais le laisser aller. » Parce qu'une fois que vous allez vous être entendu sur les bases de ce qu'il y a à faire dans le dit ministère, vous allez devoir le laisser aller. Vous ne pouvez pas être en arrière de lui puis taper sur l'épaule à tous les jours. Personnellement, ce que je conseillerais, c'est on délègue, on fait le transfert de connaissances, on se donne 1 mois. Pendant 1 mois, vous laissez votre partenaire aller avec le ministère. C'est lui qui fait les choses. Vous dites rien, vous touchez à rien, mais vous convenez que dans 1 mois, on va faire un bilan. Ça marche-tu? Ça a-tu du bon sens? Y a-tu des choses qui m'ont dérangé? Y a-tu des choses que je ferai autrement? Et ça va pour un comme pour l'autre.
Et éventuellement, quand ce premier ministère-là aura été délégué puis ça va bien fonctionner, si la charge mentale n'est toujours pas répartie équitablement, vous pourrez lui en déléguer un autre. Donc, c'est ce qui fait le tour de ce podcast sur la charge mentale. J'espère que ça vous a éclairé. J'espère que ça vous a outillé pour argumenter la prochaine fois que vous adresserez cette charge et qu'on vous dira qu'elle n'existe pas ou que c'est vous qui en faites trop. Et si vous avez des questions, des réactions par rapport à tout ce que je viens de vous raconter, je vous invite à m'écrire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Bye!